à tous et à toutes. Merci d'être venus. Aujourd'hui, le Cercle du Bon Sens, avec mes partenaires, le Forum Carolus, Henri de Grossouvre, le directeur du Forum Carolus, et l'Ouest-Est, présidé par Nikola Mirkovic. On organise pour vous ce colloque international. Il y a la présence de différents pays au sujet de l'OTAN. Et je voulais remercier avant tout mes intervenants qui sont venus de tous les coins de France et qui sont venus de l'étranger également. Et merci beaucoup d'être venus pour participer à ce colloque. Et aussi, je remercie Madame Anne Billot, la responsable du lieu d'Europe, de nous avoir accueillis aujourd'hui, de nous permettre de vous présenter cette conférence. Je voulais juste vous dire que le sujet de l'OTAN, aujourd'hui, on a décidé de faire ce colloque parce que le sujet de l'OTAN, c'est le sujet de la géopolitique mondiale aujourd'hui. Et il faut en parler parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, et quand on en parle, c'est souvent sous le prisme du monde plutôt unipolaire. Donc je voulais qu'aujourd'hui on éclaire le sujet et qu'on ouvre un peu plus le sujet, et je demanderai à mes intervenants de m'aider à vous faire partager ce sujet aujourd'hui. Merci beaucoup, et on va commencer par l'intervenant qui est Pierre-Emmanuel Thoman. Qui est étonné qu'il va parler, mais oui, il faudra bien parler. Vous êtes là. Et Pierre-Emmanuel Thoman, qui est géopolitologue, docteur en géopolitique, président de l'Eurocontinent, et également spécialiste des relations France-Allemagne. Il va vous parler aujourd'hui de l'OTAN, ce qu'il en pense lui et ses sources l'utilisent. Je t'en prie. Merci. Donc je vais me lever. Parce que je vais vous montrer quelques cartes. Donc mon approche est géopolitique. Je vais vous donner une rapide définition de la géopolitique. Ma définition, parce qu'il y en a plusieurs, c'est l'étude des rivalités de pouvoir sur le territoire. Et donc je vais essayer de répondre à la question, selon moi, avec une approche géopolitique, c'est-à-dire un angle spatial. Est-ce que l'OTAN aujourd'hui contribue ou pas à la sécurité européenne? Donc je vais commencer par vous montrer une carte à l'échelle mondiale. Alors vous la voyez ici à ma gauche. C'est une carte du monde. Donc vous avez l'Eurasie, les États-Unis, et puis tous les petits points jaune et orange, ce sont les bases de l'OTAN et les bases américaines. Alors, ce qui saute aux yeux, on voit tout de suite que toutes ces bases encerclent le continent eurasien. Et vous avez sans doute entendu parler du bouclier antimissile. Le bouclier antimissile est un projet américain qui date de l'époque de Reagan et qui consiste à construire des missiles antimissiles pour prévenir éventuellement une attaque de pays qui ont l'arme, des vecteurs de longue distance avec des armes nucléaires. Et le narratif des États-Unis et de l'OTAN, c'était de mettre l'accent sur le programme nucléaire iranien et de construire un bouclier antimissile en Europe pour se protéger de l'Iran. Mais depuis, on sait qu'il y a eu un accord avec l'Iran, mais le bouclier antimissile avance tout de même. Et les infrastructures de ce bouclier antimissile sont construites à l'échelle mondiale. Il y en a en Europe, par exemple, en Pologne, en Espagne, pour les bateaux, et en Turquie, Roumanie, mais aussi, comme le bouclier antimissile qui a été transféré à l'OTAN est lié techniquement au bouclier antimissile américain, on sait bien que si les missiles étaient déclenchés, les missiles antimissiles étaient déclenchés, c'est sur décision exclusive des États-Unis. Et ce bouclier antimissile est lié au système antimissile américain avec des bases en Alaska,
il planifie d'en mettre aussi éventuellement en Australie. Il y avait une question aussi en Corée du Sud, mais il est peu probable à cause de la situation que cela se produise. Mais on remarque que ces bases et ces éléments du bouclier antimissile encerclent le continent eurasien. Et par réaction, parce que la Russie, mais aussi la Chine, considèrent que ce bouclier antimissile n'est pas dirigé contre la Corée du Nord et l'Iran, mais contre leurs propres armes nucléaires, et est susceptible de détruire l'équilibre stratégique. Et donc les Russes, par exemple, ont annoncé que si le bouclier antimissile était mis en œuvre sans négociation, ils allaient mettre des éléments à Kaliningrad, des bases pour installer des éléments susceptibles de frapper les bases du bouclier antimissile. Avec, pour l'instant, on a parlé de certains missiles qui ont une portée courte, mais on sait bien que les bases, d'ailleurs du côté russe ou américain, sont toujours susceptibles un jour de changer de nature et d'avoir d'héberger des missiles à plus longue portée. Donc en réalité, ce bouclier antimissile qu'on dit susceptible de protéger l'Europe, en fait, divise la sécurité européenne, parce qu'il crée une rivalité entre l'OTAN et la Russie, et l'Europe elle-même devient à nouveau un enjeu de territoire entre les États-Unis et la Russie. Donc ce bouclier antimissile, lié à l'OTAN et aux bases américaines dans le monde qui encerclent l'Eurasie, selon moi, est susceptible de détruire notre sécurité européenne et n'est pas en mesure de favoriser une stabilité continentale. Je vais montrer une deuxième carte. Donc, la carte précédente était une analyse à l'échelle mondiale. Maintenant, si on prend une échelle européenne, avec son voisinage géographique, la géopolitique, c'est aussi un raisonnement d'échelle entre différentes échelles géographiques. La situation de l'Europe, en réalité, de l'Union européenne en particulier, est d'être coincée entre deux arcs de crise. L'arc de crise au sud, qui est le résultat des déstabilisations par les États faillis, l'écroulement des structures étatiques, la montée de l'islam radical, mais aussi, évidemment, cette évolution a été favorisée par les erreurs stratégiques des Occidentaux eux-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les changements de régime, les coups d'État soutenus par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni. Alors il y avait la guerre en Irak déjà, soutenue par les États-Unis et la moitié des pays européens, et c'était l'Allemagne, la France et la Russie à l'époque s'étaient élevés contre cette guerre, et on en voit les résultats aujourd'hui. Je pense que vous avez raison, c'était Chirac, Schröder, Poutine. Pourtant, il y a eu encore le changement de régime en Libye, Grande-Bretagne, France, États-Unis, et la tentative de changement de régime en Syrie qui a échoué avec l'intervention russe. Donc toutes ces interventions ont déstabilisé un espace allant du Maroc jusqu'en Afghanistan. Et on a un autre arc de crise issu de l'écroulement de l'URSS et de la volonté de la Russie de rester un pôle géopolitique autonome et de défendre donc ses frontières et sa propre sécurité. Et souvent, dans les analyses de sécurité de l'Europe plutôt atlantistes, on dit l'Europe elle est menacée par l'arc de Sud avec la montée de l'islam radical et le terrorisme, et la Russie à l'Est. Bon, je fais un raisonnement différent. Je pense que la fragmentation européenne est due à l'élargissement continu de l'OTAN, mais aussi de l'Union européenne qui a une stratégie, la stratégie globale de sécurité de l'Union européenne, encore publiée en 2016, est complémentaire à l'OTAN. Elle
elle a pour objectif une autonomie stratégique, et pourtant, elle dit qu'elle doit être complémentaire à l'OTAN. Donc c'est une contradiction. Tant que l'Union européenne sera alignée sur les intérêts de l'OTAN, elle sera perçue aussi comme un risque et une menace pour la Russie. Et donc, ces allègements de l'OTAN ont créé évidemment la guerre en Yougoslavie, le coup d'État, encore une fois, en Ukraine, changement de régime soutenu par les États-Unis, l'Allemagne, Pologne, Pays-Baltes, qui fragmente le continent européen. Et ce qui se produit, c'est qu'en réalité, l'arc de crise au sud renforce l'arc de crise orientale. C'est-à-dire que les révolutions arabes et les changements de régime soutenus par les Occidentaux dans l'arc de crise au sud, dans la perception russe de sa propre sécurité, menacent par effet domino le Caucase, le Moyen-Orient, le Caucase et l'Asie centrale. D'ailleurs, il n'y a pas que la Russie qui se méfie de ces révolutions arabes soutenues par les Occidentaux, il y a aussi la Chine et puis les pays de l'Asie centrale qui se sentent directement menacés. Et en fait, c'est donc cet arc de crise, qui est aussi le résultat des changements de régime avec écroulement des États et montée de l'islam radical, renforce la méfiance de la Russie vis-à-vis de l'OTAN et de l'Union européenne. Et donc renforce la fragmentation de l'arc de crise européen. Et d'ailleurs, on voit sur la carte où les deux arcs de crise se chevauchent. L'arc de crise au sud chevauche l'arc de crise européen oriental, c'est-à-dire au niveau du Moyen-Orient, mer Noire, Caucase, Asie centrale, et on voit, avec une telle analyse, on pouvait anticiper en fait une réaction russe. Donc il n'est pas étonnant qu'à l'intersection de ces deux arcs de crise, cet arc de crise par effet domino menaçant la stabilité de la Russie, de la Chine, de l'Asie centrale et du Caucase par des déstabilisations de régime, ont provoqué la réaction russe avec une intervention de la Russie en Syrie. Et puis évidemment, le coup à Maïdan, le changement de régime, a provoqué une crise en Ukraine. Alors en tant que géopolitologue, mon analyse pour améliorer la sécurité européenne est évidemment un rapprochement entre l'Union européenne et la Russie pour faire face à cet arc de crise au sud. Et non pas considérer que l'Europe est menacée pas au sud et à l'est. Parce qu'en ayant une telle analyse, on sera de plus en plus encerclé en ces deux arcs de crise, et c'est l'Union européenne qui sera isolée sur le continent eurasien. Donc je vais m'arrêter là pour rester dans les temps et